Aujourd'hui, on part pour une exploration absolument captivante au cœur de l'Afrique, plus précisément au Nord Togo. En fait, il est fascinant de voir comment une société s'organise de A à Z pour transmettre son savoir, forger l'identité de ses jeunes et surtout créer une cohésion sociale à toute épreuve. On va plonger ensemble dans ce cycle de vie traditionnel du peuple Kabyé, une culture d'une richesse incroyable où, vous allez le voir, rien n'est laissé au hasard et chaque étape de l'existence est méticuleusement pensée. Pour bien comprendre ce parcours, voici notre itinéraire. On va d'abord parler de la famille du Nord, ensuite on abordera la philosophie de l'éducation Kabyé, puis on suivra le cycle naturel, l'enfance, les rites initiatiques de l'Akpema pour les jeunes femmes, et enfin les Evala pour les jeunes hommes. On commence tout de suite avec notre première étape, la famille du Nord, un véritable carrefour culturel. Alors, plantons un peu le décor. Le nord du Togo, ce n'est pas juste un seul groupe isolé au milieu de nulle part. C'est un vrai bouillonnement de culture. Pour bien comprendre les Kabyais, il faut d'abord regarder leurs voisins. En fait, la région abrite 5 grands groupes ethniques qui cohabitent et on peut littéralement les voir comme une grande famille. Imaginez un peu, vous avez l'oncle Thème, le marchand charismatique de la famille, le frère aîné Lamba, qui est le cultivateur pragmatique, les pieds sur terre, le cousin Bassar, c'est l'artisan, le forgeron, maître du métal, et puis il y a le petit frère Losso, le rêveur, le poète, très connecté aux esprits de la nature. Tous ensemble, ils créent un équilibre assez parfait entre tradition et échange communautaire. Et au centre de cette grande famille, on trouve donc les Kabyais. Eux, ils incarnent la figure du grand-père, la sagesse, la stabilité. On les surnomme les paysans de la pierre. Et pour cause, ils ont carrément apprivoisé les reliefs ultra-accidentés des monts Atakora, en y sculptant d'ingénieuses terrasses agricoles. Ce sont des gens de la terre, habitués à un effort physique intense et à une discipline de fer. C'est vraiment cette relation rude mais profondément respectueuse avec leur environnement qui forge le socle de leur identité. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la philosophie de l'éducation Kabyé, ou l'approche de l'éducateur collectif. Si on se plonge dans les études académiques et sociologiques sur la région, on remarque tout de suite une différence radicale avec nos modèles individualistes occidentaux. Chez les Kabyais, l'éducation n'est jamais, au grand jamais, une affaire privée. C'est pas juste l'affaire des parents biologiques enfermés chez eux. Non, c'est un acte résolument collectif. C'est la communauté tout entière, les oncles, les tantes, les anciens, les parrains, qui endossent le rôle d'éducateur pour transmettre les savoirs et les principes moraux. Mais honnêtement, cette citation résume parfaitement l'idée. L'homme ne se définit pas isolément, mais par ses relations avec les autres. L'identité d'un individu et même son bonheur sont indissociables de sa communauté. Quelqu'un de complètement isolé est perçu comme incomplet. Le but du jeu éducatif ici, ce n'est pas de devenir un électron libre, mais bien de s'intégrer harmonieusement et d'être utile à son groupe. Troisième étape, l'enfance et l'innocence, ou le temps des esprits visiteurs. Suivons un peu la chronologie d'une vie Kabyé. La vision qu'ils ont de la petite enfance est d'une poésie absolument remarquable. Ils ont ce concept, le poids et l'eau. De la naissance jusqu'à ses 6 ans environ, l'enfant est considéré comme un esprit qui vient tout simplement visiter notre monde physique. Il n'est pas encore vraiment ancré. La croyance, c'est que si cet enfant est maltraité, son esprit pourrait décider de plier bagage et de retourner d'où il vient. Du coup, les tout-petits sont traités avec une immense tendresse, presque comme des rois, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils s'attachent à la vie terrestre et qu'ils choisissent d'y rester. C'est seulement autour de 6 ans que l'ancrage est vu comme définitif. Et c'est là que la transition commence doucement. Les garçons deviennent des Pua et Velea, les filles des Pélé, et ils commencent à donner des petits coups de main au champ ou à la maison. Ensuite vient l'adolescence, la phase Éoisier. Là, le jeune devient un atout crucial pour la survie économique de la famille. C'est vraiment l'école de la vie, l'apprentissage par la pratique au quotidien. Quatrième partie, Akpema, le chemin vers la féminité. Alors comment on passe officiellement à l'âge adulte ? Pour les jeunes femmes, aux alentours de 18 ans, c'est le moment de l'Akpema. C'est un rite d'initiation intense qui s'étale sur une année entière avec un protocole hyper strict. Ça commence par l'Azola, une préparation spirituelle et physique. Ensuite, il y a une période de retraite marquée par une longue marche symbolique, suivie d'épreuves sur une pierre sacrée pour vérifier les vertus de l'initié. Le tout se termine par le Chimu, de grandes célébrations publiques et des danses qui célèbrent son entrée dans le monde adulte et la préparent à fonder une famille. Et c'est une épreuve extrêmement marquante, autant physiquement que psychologiquement. La tante maternelle va raser la tête de la jeune fille et pratiquer des scarifications. Pendant la procession vers la forêt sacrée, les jeunes filles marchent dans un silence absolu, vêtues uniquement de perles traditionnelles. Tout ça a un but sociologique très clair, forger l'endurance, le courage et le respect absolu des traditions. D'ailleurs, détail important, toute caméra est formellement interdite pour préserver le côté profondément sacré de l'instant. À la toute fin, une petite incision sous l'oreille est réalisée. C'est en quelque sorte la signature indélébile prouvant qu'elles sont devenues des femmes accomplies, issues d'une bonne famille. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière grande partie, et voilà la fabrique des hommes.
Pour les garçons, l'équivalent de ce rite de passage porte un nom très célèbre dans la région, les Evala. Et là, on est sur une discipline militaire. Pendant plusieurs semaines, les jeunes initiés sont carrément isolés de leur famille. Ils plongent dans un silence complet et doivent obéir aveuglement à leurs aînés. C'est vraiment l'épreuve de la soumission totale pour apprendre à dominer ses instincts. On exige d'eux une abstinence stricte, on leur fait des scarifications au visage pour marquer leur renaissance. L'objectif ? Inculquer une maîtrise de soi inébranlable et une résistance physique hors du commun. Et au milieu de cet entraînement, il y a une pratique très spécifique, la consommation rituelle de viande de chien. Alors attention, l'enjeu n'est pas nutritionnel. En sociologie des religions, c'est ce qu'on appelle l'assimilation des vertus. Comme l'explique cette citation, le chien est vu par la communauté comme le compagnon fidèle absolu, courageux et intelligent. En le consommant pendant ce rite très précis, l'idée c'est que le jeune homme absorbe symboliquement toutes ces immenses qualités pour devenir, à son tour, un défenseur infaillible de la cité. Toute cette pression de l'isolement redescend enfin lors d'une véritable apothéose, les célèbres luttes dans les arènes d'Evala. Devant des milliers de personnes, ces jeunes hommes s'affrontent. Mais en réalité, gagner ou perdre n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est de participer avec bravoure. C'est un moment de joie pure, rythmé par la danse Kamou au son des tambours. C'est l'instant où toute la communauté remercie les ancêtres et accueille officiellement ces jeunes dans le monde des adultes. Bref, quand on compare l'Akpema et les Evala, c'est fascinant de voir à quel point la mécanique est bien huilée. Certes, les qualités mises en avant sont différentes selon les sexes, d'un côté la tenue du foyer et la vertu, de l'autre la force protectrice et la discipline martiale, mais au fond, la finalité sociale est exactement la même. Dans les deux cas, on arrache l'adolescent à son statut d'enfant insouciant pour l'intégrer, de façon spectaculaire et irrévocable, dans le cercle des adultes responsables. Alors, pour terminer cette analyse, on pourrait se poser cette question très actuelle. Le parcours des Cabiais nous prouve qu'une société stable, c'est une société qui encadre collectivement sa jeunesse avec des repères puissants. Face à nos sociétés modernes où on prend souvent le chacun pour soi, ce modèle ancestral d'éducateur collectif donne vraiment à réfléchir sur la façon dont on accompagne les futures générations. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour une nouvelle exploration de ces mécanismes invisibles qui façonnent notre monde.